Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce libre journal sur Radio Courtoisie. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité politique qui porte haut et sans compromis le drapeau de la souveraineté nationale, François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine. Mais avant de commencer notre entretien, j'ai la joie de vous annoncer le lancement d'une toute nouvelle chronique qui, je l'espère, deviendra rapidement un rendez-vous attendu de cette émission. Pour l'inaugurer, j'ai souhaité donner la parole à une voix libre, précise et courageuse, Jennifer Desforges. Jennifer, bonjour. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie. J'ai le plaisir effectivement d'inaugurer ma première chronique au sein de l'émission de Monsieur Jean-Étienne Posa, que je remercie pour sa marque de confiance. Et je suis heureuse pour cette première que Jean-Étienne ait invité Monsieur Asselineau. Asselineau, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Il y a des responsables politiques qui courent après l'actualité, il y en a d'autres qui au contraire incarnent une continuité, une idée qui traverse les décennies. Vous appartenez incontestablement à cette seconde famille. Le 25 mars 2007, vous avez fondé l'Union populaire républicaine avec un seul axe clair, net, répété, sans jamais varier. La France doit redevenir pleinement souveraine, c'est-à-dire sortir des traités européens, de l'euro, de l'OTAN et recouvrer sa liberté constitutionnelle, monétaire, diplomatique et législative. Vous avez été le premier homme politique français à parler quotidiennement de l'article 50 du trait sur l'Union européenne, à le décrypter, à le démontrer applicable bien avant que le Brexit ne le rende célèbre. Vous avez passé des années à disséquer Maastricht, Amsterdam, Nice, le traité constitutionnel rejeté par référendum en 2005, puis imposé sous le nom de Lisbonne en 2007, avec une méthode, une patience et une précision qui forcent le respect, même chez ceux qui ne partagent pas toutes vos conclusions. Vous citez le général de Gaulle, évidemment, mais aussi Philippe Séguin, Pierre Mendès France, Maurice Allais, prix souverainiste, excusez-moi. Toute une lignée de républicains qui refusaient la tutelle supranationale. On peut discuter stratégie, alliance, calendrier, tout ce qu'on veut, mais trois choses sont incontestables. Votre constance absolue depuis 18 ans, votre maîtrise quasi encyclopédique des traités et des institutions européennes, et votre refus catégorique de transiger sur l'indépendance nationale, même quand cela vous a valu moquerie, invisibilité médiatique ou isolement politique. En 2025, alors que beaucoup semblent avoir oublié jusqu'au sens du mot souveraineté, votre voix demeure singulière, cohérente et pour nombre d'auditeurs de Radio Courtoisie, précieuse. Merci donc, Monsieur Asselineau, d'être l'invité de ce libre journal. Je cède maintenant la place à Jean-Étienne Posa. À bientôt. Eh bien écoutez, merci infiniment Jennifer pour cette présentation à la fois chaleureuse, juste et précise. Vous venez, chers auditeurs, d'entendre pourquoi François Asselineau est depuis 18 ans une voix à part dans le paysage politique français. Monsieur Asselineau, je vous redis tout le plaisir que j'ai à vous accueillir aujourd'hui sur Radio Courtoisie. Commençons, si vous le voulez bien. Ma première question concerne le général Olivier Kempf qui affirmait sur LCI le 17 novembre l'initiative est désormais pleinement russe en Ukraine avec des gains territoriaux passés de 1 km par jour fin 2023 à 20 km par jour cette semaine et des villes qui tombent successivement. Parallèlement, Greenpeace révèle que la France a repris ses exportations d'uranium retraitées vers Moscou via Dunkerque le 15 novembre, malgré les sanctions. Alors, n'est-ce pas l'illustration flagrante d'un gouvernement qui prône la fermeté en discours, mais cède en acte? Et quelle posture adopterait une France sortie de l'OTAN et de l'UE face à ce conflit pour, longue question, prioriser la paix et la souveraineté nationale? Alors d'abord, merci Monsieur Posa de m'inviter sur Radio Courtoisie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de retrouver les auditeurs de Radio Courtoisie qui font partie de ces Français éveillés, qui s'intéressent à la politique et à la vraie, qui réfléchissent. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument
Il faut absolument soutenir, développer et encourager. Je voudrais, si vous me le permettez, avant de répondre à votre question, peut-être réagir à la tribune de Madame de Jennifer, voilà, qui est extrêmement gentille et flatteuse à mon égard, mais je crois qu'elle a pointé du doigt quelque chose qui est, je crois, très très important. C'est effectivement le fait que depuis 18 ans, j'ai fait preuve de constance et de cohérence et de refus de transiger sur les questions de souveraineté nationale. Et je crois que ça, c'est vraiment, vraiment important. Je rappelle ici aux auditeurs que s'ils ouvrent la Constitution française actuelle, rédigée en 1958, largement défigurée par toute une série de réformes, mais enfin, il y a quand même une ossature qui reste. Je rappelle que le titre 1 de la Constitution, ça s'appelle « De la souveraineté ». En d'autres termes, c'est uniquement par des artifices de langage, des abus concernant l'utilisation de certains concepts, le laxisme du Conseil constitutionnel qui n'est pas peuplé de juristes mais qui est peuplé de politiques depuis des décennies, qu'en réalité on est arrivé dans la situation actuelle où si vous défendez la souveraineté nationale, ce qui devrait être le cas de tous les citoyens français, on vous considère au mieux comme un nostalgique, voire quelqu'un d'un petit peu ringard. Au pire, alors vous avez toute l'abomination de la désolation, on va vous traiter de fasciste, d'extrême droite, de complotiste, etc. En réalité, je pèse mes mots, ce qui est normal, c'est d'être pour la souveraineté nationale. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas l'être. Ce qui n'est pas normal, c'est de militer pour que la France disparaisse dans une union fédérale d'États. D'ailleurs, dans la même Constitution, il est prévu justement que les partis politiques, il y a un article spécialement consacré aux partis politiques qui doivent concourir à l'expression du suffrage, et les partis politiques doivent respecter les principes de souveraineté nationale. Donc on est dans une situation qui est assez ubuesque. Et je remercie encore une fois cette tribune de l'avoir souligné. C'est que moi, je rêverais qu'un jour, on ait des débats de fond entre adultes à la télévision française et que l'on mette sur la table. Voilà. Et si les gens ne sont plus d'accord avec la souveraineté nationale, qu'ils le disent. Mais on est dans une espèce d'entre-deux qui est la mère, en fait, de tous les désordres qu'il y a actuellement en France et de ce sentiment qu'ont beaucoup de Français qu'ils votent à droite, ils votent à gauche, ils ont toujours la même politique, ils en imputent la responsabilité à leurs responsables politiques, alors qu'en fait, ils devraient, mais on ne leur explique pas, en imputer la responsabilité au fait que tous les grands choix politiques sont décidés par des gens qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne voient pas, qui se situent à la Commission européenne de Bruxelles, à la Banque centrale européenne de Francfort, ou dans les allées du pouvoir de Washington pour ce qui concerne l'OTAN. Voilà, donc je veux dire vraiment en préambule, parce que et c'est vraiment fondamental, et je trouve que me créditer de constance, c'est vrai, c'est gentil, mais c'est objectif, et j'allais dire c'est naturel. Il est naturel, normalement, de respecter la Constitution. Et je rajouterais aussi, il suffit de vous rendre sur votre site, vous avez créé, je crois, c'est pas je crois, vous avez créé, alors ça s'appelle Verbatim, c'est ça? Ah oui, un site, oui, tout à fait. Un site, et vous pouvez retrouver, vous allez l'expliquer. Oui, alors c'est réservé, c'est un service que nous réservons seulement à nos adhérents un jour de cotisation. Il faut bien qu'ils aient un petit quelque chose en plus. Donc ils élisent, tous les 3 ans, ils élisent le président et les instances dirigeantes du mouvement. Mais les dirigeants, les adhérents à un jour de cotisation bénéficient d'un service spécifique qui marche pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont en fonction de leur code adhérent, ils peuvent aller sur leur page adhérent et ils ont un service qui s'appelle Verbatim, et donc dans ce Verbatim, ils tapent un mot, une expression, et aussitôt vont leur être présentées toutes les vidéos. C'est sur un choix de 1700 vidéos depuis 18 ans. Ça oui, quand même. Considérable. On va leur ressortir toutes les vidéos où je me suis exprimé sur un sujet en particulier. Alors évidemment, si vous tapez Europe, vous allez avoir un choix absolument collé ça. Si vous tapez quelque chose d'un petit peu plus précis, je ne sais pas si ça va être, par exemple, je ne sais pas, mais mettons Venezuela, là, il y aura que quelques vidéos où je parle du Venezuela, et c'est absolument sur tout sujet. Donc vous avez raison de le dire, et les gens pourront constater en effet que depuis 18 ans et demi, je dis toujours la même chose. Voilà. Ça fait penser aussi, je vais répondre quand même à votre question, mais je voudrais terminer aussi sur un autre point. Vous savez ce qu'il était reproché à De Gaulle en 1940, 41, 42 il lui était reproché d'être intransigeant.
et de ne pas vouloir dédialoguer avec ceux qui étaient pour une espèce de truc chèvre-chou, etc., de faire preuve de souplesse. Et le 18 juin 1942, donc pour le 2e anniversaire de l'appel du 18 juin, il avait fait un discours à l'Albert Hall, à Londres, que vous trouverez d'ailleurs, dont on trouve des vidéos sur le site de l'Institut national de l'audiovisuel. Et il avait fait un discours, justement, pour dire ce qui s'était passé depuis 2 ans. Et il avait dit, on nous reproche souvent, alors je le paraphrase, j'ai pas le verbatim sous les yeux, mais il disait, on nous reproche souvent d'être intransigeants, disait-il, mais que serait devenue la France si Jeanne d'Arc, si Danton, si Clémenceau avaient voulu transiger? Il avait dit, depuis le premier jour, je peux contresigner tout ce que j'ai dit depuis le 18 juin 1940. J'aimerais savoir, sur la scène politique, combien de forces politiques peuvent contresigner ce qu'elles ont dit depuis 2 ans sans en changer un mot. La voie la plus difficile, mais aussi la plus sûre, c'est la voie droite. C'est exactement ce que nous appliquons. C'est-à-dire que vous avez raison, avec le verbatim, les gens peuvent aller voir ce que je pouvais dire il y a 10 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, et même relire d'ailleurs la charte fondatrice que j'ai rédigée et qui a été adoptée le jour fondateur donc, de l'UPR, donc le 25 mars 2007. C'était le 50e anniversaire du traité de Rome. Comme l'a rappelé Jennifer. Comme elle l'a rappelé. Et en lisant cette charte, écoutez, allez le voir, faites le test, il n'y a pas un mot à changer. Et tout ce qui est mis dans cette charte, tout ce qui est préfiguré dans cette charte, toutes les prophéties qu'il y a dans cette charte, sont avérées par les événements. Alors c'est ça qui fait notre force en définitive, c'est que nous avons, je crois profondément, nous avons les bonnes analyses, j'allais dire les bonnes analyses, les bonnes propositions, et nous détenons ce que je crois vraiment la vérité des analyses. Et puis en face de nous, on a des gens qui n'ont pas la vérité, mais qui ont l'argent et qui ont l'accès aux médias. Donc, alors attention, je précise aussi que vous remettez, je vous coupe, pardon, que vous remettez aussi à jour quand même votre programme régulièrement. Alors le programme a été peaufiné, perfectionné, et d'ailleurs il est très peu connu, puisqu'il y a une espèce d'omerta générale sur notre programme qui fait que lorsque je me suis présenté en 2017, j'ai eu droit à 0,8% du temps de parole, donc j'ai à peine pu expliquer qui j'étais, et je suis tombé dans des pièges, parce que j'avais des journalistes qui me posaient des questions tout à fait conjoncturelles, et qu'est-ce que je pensais du gazage par les forces de Bachar al-Assad sur le site de la ville de Ken Shaitoun. Ça serait à refaire aujourd'hui, je dirais, écoutez, excusez-moi, c'est pas ça que les Français attendent de moi, les personnes ne me connaissent, donc voilà qui je suis. Mais là, bon, on apprend à tout âge. Et donc j'ai appris qu'en fait, c'était une façon, j'avais très très peu de temps de parole, et en fait, on m'empêchait d'ailleurs, on me forçait à répondre à des questions qui étaient de peu d'intérêt par rapport à savoir qui j'étais, de telle sorte que en 2017, lorsque j'étais candidat au premier tour, il y avait peut-être que 4 ou 5% des Français qui savaient à peu près qui j'étais. C'est-à-dire que les Français ont voté en 2017. Ils n'ont pas voté, si vous voulez, comme on le dit pour les vaccins, où il faut donner son consentement éclairé. Tout est fait dans l'élection présidentielle, et c'est ce que je crains pour 2027, pour que les Français n'aient pas une bonne connaissance exacte de l'offre politique qu'ils vont avoir. Je serai candidat en 2027, en tout cas. On va tout faire pour que je le sois. Je l'ai été en 2017. En 2022, je n'ai pas pu l'être, mais j'ai quand même eu près de 300 parrainages. Mais en 2027, j'essaierai de tout faire pour être candidat. Mais d'ores et déjà, on voit apparaître des tactiques pour m'invisibiliser sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure. Mais alors, on va peut-être répondre à votre première question, parce que c'est quand même la question d'actualité, c'est sur l'Ukraine. Vous avez effectivement cité, on voit que des voix maintenant un petit peu différentes commencent à pouvoir parler à la télévision et à la radio. Kempf, donc. Voilà, vous avez cité le général Kempf. On pourrait ajouter des voix un peu inattendues, comme par exemple Ségolène Royal, ou bien aussi Luc Ferry, tout à fait. Où j'ai même vu Madame Cécilia Attias, l'ancienne épouse de Sarkozy, qui a relayé des vignettes pour dire que la Russie n'était pas notre ennemi. On commence à voir apparaître ici ou là des gens qui
ont le droit à s'exprimer un petit peu davantage. Mais enfin, je rappelle que ça fait depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022 par la Russie que l'on est obligé de raconter un narratif comme quoi c'est la Russie qui aurait agresser l'Ukraine, qui était absolument... c'est un petit peu comme si c'était le grand méchant loup qui sautait sur le Japon rouge, et puis que la Russie serait dirigée par un nouvel Hitler, et puis que la Russie aurait pour volonté de mettre la main pas seulement sur le Donbass, mais sur toute l'Ukraine, puis ensuite sur la Pologne, sur l'Autriche, l'Allemagne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, et puis la France. Donc tout ça, c'est ce narratif, et qui est toujours un peu interdit d'ailleurs de contredire, en France en tout cas qu'il l'a été pendant des années, et si on le contredisait, comme je l'ai fait, j'expliquais quelle était la situation, j'expliquais que la guerre n'a pas commencé en février 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais qu'elle a commencé au moins en 2014, c'est-à-dire 8 ans avant, par le coup d'État organisé par les Américains pour faire chuter le régime précédent et imposer un régime, dans le cadre de ce qu'on a appelé la révolution du Maïdan, imposer en fait un régime qui s'apprêtait avec l'OTAN à installer des bases militaires le long de la frontière russe pour préparer une déstabilisation de la Russie. J'ai présenté tout ça, toutes preuves à l'appui. Je n'ai pas été le seul. Il y a quelques autres voix un petit peu courageuses qui se sont exprimées. Sur Internet, sur des relais plutôt des universitaires ou quelques rares journalistes. Sur la scène politique française, très rares ont été ceux qui ont dit ça. Nous sommes d'accord. Voilà. Mais on voit que désormais, alors la grande affaire maintenant, c'est que l'étau se resserre autour de Zelensky parce qu'il y a quelque chose qui est apparu que peut-être en effet Macron et sa bande ne pouvaient pas forcément envisager. Ça a été la réélection de Donald Trump en 2024, au début de cette année, qui a pris ses nouvelles fonctions. Mm-hmm. Et Trump, certes, c'est le président des États-Unis, mais comme tout le monde l'a bien compris, il n'est pas le candidat choisi par l'oligarchie. Ce qu'on appelle l'oligarchie, c'est quoi ? C'est des très très grandes fortunes. Ce sont les présidents de BlackRock, le fonds de pension le plus important du monde, qui gèrent des centaines de milliards, même des milliers de milliards de dollars de retraite. Donc, qui a une force financière absolument colossale et qui possède des parts dans la plus grande partie des grandes entreprises multinationales du monde occidental. C'est de la même façon Vanguard. Enfin, il y a d'autres fonds de pension. L'oligarchie, c'est également le complexe militaro-industriel américain, les fabricants d'armes. C'est également tout simplement des très très grandes fortunes, comme George Soros, comme Bill Gates, etc. C'est également des lobbies qui s'exercent sur... tout ça ayant un peu partie liée avec le Parti démocrate américain. Il y a également des lobbies. Il y a le lobby pro-israélien de l'AIPAC qui est extrêmement important aux États-Unis. Il y a le lobby LGBT, il y a le lobby woke, etc. Donc tout ça fait ce que l'on appelle à juste titre l'État profond américain. Et l'inattendu, parce que l'histoire, parfois, il y a des choses inattendues, c'est que Donald Trump, en fait, est en rupture de banc, si l'on peut dire, avec ce qui serait sa classe, si je parlais en termes marxistes, en tout cas son appartenance sociologique. Ça, c'est le côté sympathique, d'ailleurs, des Américains, c'est que ils ont régulièrement des milliardaires qui sont un peu des originaux, pour ne pas dire un petit peu zinzin. Il y a une quarantaine d'années, je ne sais pas si vos auditeurs se le rappellent, ou une trentaine d'années, il y avait le propriétaire, créateur d'une compagnie aérienne qui a disparu depuis lors, qui s'appelait la TWA, qui s'appelait Hugh, je ne sais plus comment, et qui vivait à Los Angeles, et à partir de 40 ans, et jusqu'à la fin de sa vie, il s'est enfermé dans un appartement. Il avait une hantise des microbes et des virus, et plus personne ne pouvait le voir. Enfin, il fallait pas parler à travers des gigaphones. Enfin, voilà, ça fait partie de ce genre d'originaux. Dans la catégorie des originaux, vous avez Elon Musk, qui est quand même aussi c'est quand même l'homme le plus riche du monde. C'est quand même quelqu'un d'assez original. Et Trump fait partie de ces originaux. C'est-à-dire que Trump, pour des raisons que je ne sais pas pourquoi, enfin c'est comme ça, il a décidé de prendre le parti du peuple américain plutôt que de cette oligarchie. Parce que l'objectif de cette oligarchie, c'est en fait de
maximiser sa richesse. Et pour maximiser sa richesse, par l'intermédiaire de l'OCDE, dans les années 80, elle a imposé à l'ensemble du monde occidental de ce que l'on appelle la libre circulation des capitaux. Alors ça, c'est absolument fondamental à comprendre. C'est-à-dire que jadis ou autrefois, que ce soit sous Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et Mitterrand, jusqu'en 1986, on ne pouvait pas sortir d'argent de France comme ça. On était limité par un plafond. D'ailleurs, ceux qui se le rappellent, lorsque Giscard a appelé Raymond Barre comme Premier ministre en 1976, Raymond Barre, qui était prof d'université et commissaire européen à Bruxelles pour la France, Raymond Barre a lancé ce qu'on a appelé le plan Barre et il a imposé un renforcement du contrôle des capitaux. On ne pouvait pas sortir de France à partir de l'été 76 avec plus de, je crois, 5 000 francs. Ça devait être un peu l'équivalent, disons, de 1 000 euros. Voilà. Donc il y avait un contrôle draconien des mouvements de capitaux pour lutter contre la spéculation, contre la monnaie, mais c'était aussi un moyen pour lutter contre tout simplement les délocalisations. Or, ce système, il faut vraiment y réfléchir. Je sais que c'est un tout petit peu compliqué, mais c'est la clé des évolutions du monde occidental depuis maintenant 40 ans. C'est que si mettez-vous dans la peau d'un multimillionnaire, quelqu'un qui avait beaucoup d'argent en France, il était obligé d'investir en France ou de placer en France sa fortune. Or, la France était déjà un pays, ça n'a fait que s'aggraver depuis, où il y avait des taux d'imposition très importants, où les salariés, du fait des luttes sociales, avaient obtenu de plus en plus d'avantages sociaux. Et donc, évidemment, quand vous étiez un millionnaire, vous vous disiez, c'est quand même malheureux pour moi, pensait-il, que je sois obligé d'employer des Français en France, alors que ça serait si facile pour moi de faire fabriquer les produits que je fais en France, de les faire fabriquer en Inde, où je paierais les gens un 20e ou un 50e de ce que je paye en France, et de rapporter ça en France pour le vendre. Ça me ferait des profits absolument colossaux. Et c'était interdit puisque, justement, pour construire une usine de fabrication, que ce soit en Inde ou ailleurs, il faut quand même sortir de l'argent. Il faut quand même sortir de l'argent pour construire des murs, acheter du terrain, construire des murs, faire venir des machines-outils. Donc ça nécessite de l'argent qui sort. Et donc jusqu'en 1986, lorsqu'une entreprise française, ça pouvait exister, voulait s'implanter à l'étranger, elle pouvait en avoir le souhait, eh bien elle devait demander l'autorisation de la direction du Trésor du ministère des Finances qui siégeait à Rivoli. Je prends souvent cet exemple, par exemple de Peugeot, qui, ayant voulu s'implanter en Iran, avait demandé l'autorisation des autorités françaises de sortir des centaines et centaines de millions de francs à l'époque, ça devait être dans les années 70, pour construire une usine à Isfahan, une usine de fabrication, je crois que c'était l'équivalent de 504. Et à ce moment-là, que faisait le ministère des Finances? Il regardait, est-ce que c'était bon pour l'Iran? Oui. L'Iran était un pays ami, avec le Shah d'Iran et la Shahbanou qui parlait le français, etc. Puis il y a une grande tradition d'amitié franco-iranienne. Il vaut mieux, quand on est un pays sous-développé, avoir l'embryon d'une industrie automobile plutôt que pas d'industrie automobile du tout, même si cet embryon est sous capitaux étrangers. Donc c'était bon pour l'Iran. Est-ce que c'était bon pour la France? Oui, c'était bon pour la France parce qu'on allait fabriquer des voitures françaises qui allaient être vendues en Iran et dans les pays d'alentour, où la France était d'ailleurs très aimée, comme l'Irak ou comme l'Afghanistan. Je rappelle que à la cour du roi Zahir en Afghanistan, à Kaboul, on parlait également le français. Donc en termes de rayonnement industriel, pour faire rêver les gosses en Iran sur les routes iraniennes, ils verraient des voitures françaises. Donc c'était bon pour l'image d'une France moderne, etc., et ouverte sur le monde. Troisièmement, est-ce que c'était bon pour Peugeot? A priori oui, parce que c'était eux qui proposaient le truc, donc a priori oui. Et de fait, pour fabriquer ces usines, dans un premier temps, c'était une usine d'assemblage, eh bien il allait falloir qu'ils produisent davantage de pièces détachées à Sochaux, donc ça augmentait le chiffre d'affaires français. Et puis la dernière question, est-ce que c'était bon pour les ouvriers français en France de Peugeot? Oui, parce que justement, ils allaient être embauchés pour fabriquer ces pièces détachées, et puis parce qu'il n'y avait pas la possibilité de réintroduire en France, d'importer en France les productions qui seraient faites par Peugeot en Iran. Alors c'est ça qui a volé en éclats
avec l'acte unique européen de 1986, porté sur les fonds baptismaux par des socialistes, je me permets de le souligner, avec Chirac aussi, il faut le reconnaître, mais enfin c'était quand même le président étant Mitterrand et le président de la Commission européenne étant Jacques Delors, et Chirac étant devenu Premier ministre, a accepté l'acte unique. L'acte unique, c'est un traité européen qui introduit le principe de la libre circulation des capitaux. Aussitôt d'ailleurs, quelques mois après, on a entendu parler pour la première fois en France d'une délocalisation. C'était l'entreprise Hoover, je crois que c'était plus ou moins à Dijon, quelque chose comme ça, qui fabriquait des aspirateurs et qui avait décidé de quitter la France pour fabriquer les mêmes productions ailleurs. Et puis ceci a été gravé dans le marbre du traité de Maastricht de 1992. Et si vous comprenez ce que je viens de vous dire, vous comprenez toute la suite des événements. La suite des événements, c'est quoi ? Ce sont les gens qui ont je parle des gens très 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 riches. Hein. Je parle des multimillionnaires, des milliardaires. Je ne parle pas de quelqu'un d'aisé qui a un bel appartement parisien, une belle maison de campagne, etc. Je parle de gens qui ont autre chose. Voilà, là on est sur tout à fait autre chose. Eh bien, ils ont bénéficié de ça et plein. Ils continuent à bénéficier de cela. Plein. Je prends souvent l'exemple, je prends depuis quelque temps l'exemple de Bolloré, dont on parle beaucoup en matière de médias. Monsieur Bolloré, qui est d'une famille bretonne, il fabriquait à l'origine, vous savez, du papier à cigarette pour faire de soi-même sa cigarette. Bon, c'était une famille, c'était une PME qui avait un peu d'argent, qui était assez connue, ils avaient un quasi-monopole en France là-dessus. Bon. Et puis, il faisait ensuite des affaires avec l'Afrique. Et Bolloré et sa famille, dans les années 90 du XXe siècle, avaient une fortune qui devait être de l'ordre de l'équivalent de 200-300 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui peut-être de, je ne sais pas moi, 30 ou 40 millions, 200-300 millions de francs, ce qui aujourd'hui serait l'équivalent de 30 à 40 millions d'euros, ce qui est déjà tout le monde ne les a pas. Bon, tout le monde ne les a pas. Mais à partir du moment où il y a eu cette libre circulation des capitaux, lui comme d'autres, comme tous nos milliardaires, en France comme d'ailleurs dans le monde occidental, lui il en a profité à plein, de telle sorte qu'en 2009, d'après le magazine Challenge, il avait une fortune qui était de 2,3 milliards d'euros. Vous voyez un petit peu le truc. Et en 2024, 15 ans après, il a une fortune de 11,5 milliards d'euros. Il a multiplié, Bolloré, sa fortune par 5 en 15 ans. Ouais. Et aujourd'hui, il a une fortune de 11 milliards d'euros. Et encore, il y a des gens encore beaucoup plus riches. Je pense par exemple à Bernard Arnault, qui a une fortune, vous avez vu, qui a tangenté les 200 milliards d'euros. Ça, ouais. Où vous avez également des fortunes. Alors Elon Musk, c'est le roi du pétrole. Bon. Alors ce qu'il faut bien que les auditeurs comprennent bien, mettez-vous à la place de M. Bolloré, de M. Patrick Drahi, de M. Bernard Arnault, de M. Martin Bouygues, etc. La poule aux œufs d'or, c'est cette libre circulation des capitaux. Ils ne vont pas tuer la poule aux œufs d'or. Ils vont faire en sorte que l'objectif cardinal de tous nos milliardaires en France, comme dans l'ensemble du monde occidental, c'est de préserver cette liberté des capitaux, mouvement des capitaux. Mais cette liberté de mouvement des capitaux, elle a eu des conséquences considérables. C'est que, en délocalisant les productions industrielles, on a transféré ça où ? On a transféré ça vers l'Inde, le Bangladesh, le Vietnam, la Chine surtout. Oui. Et la Chine, qui dans les années 80 était l'un des pays les plus pauvres de la planète. Je suis allé en Chine en 1989 avec ma femme pendant sac à dos, si j'ose dire, on était jeune encore, pendant 5 ou 6 semaines. C'était vraiment un des pays les plus pauvres du monde. Et aujourd'hui, c'est devenu la première économie mondiale en parité de pouvoir d'achat, devant même les États-Unis, et également le premier laboratoire du monde, le premier inventeur du monde. Enfin, c'est absolument considérable. Et il faut bien comprendre que donc l'envol spectaculaire de la Chine, mais celui de l'Inde arrive, mais aussi la Corée, mais aussi les pays d'Asie du Sud-Est. Cet envol spectaculaire, il est dû justement à cette libre circulation des capitaux. On peut dire que les milliardaires du monde occidental ont joué leur fortune à court terme contre l'intérêt à moyen long terme de leurs concitoyens et de l'État de leur pays. Ça a donc donné naissance à ce que certains sociologues appellent une hyperclasse, c'est-à-dire ces multimilliardaires, finalement, qui se fichent un peu de l'avenir de la France ou je ne sais pas quoi. Eux, ce qui est important, c'est d'avoir des actifs un peu partout et d'accumuler de l'argent. Alors, la deuxième conséquence qu'il y a à tout ça, c'est que, on a vu
On a vu monter le chômage, on a vu la désindustrialisation de la France, mais qui a touché les États-Unis, qui touche le Japon, tous les pays de l'OCDE, en fait. C'est-à-dire ceux qui, sous la boulette de l'oligarchie euro-atlantiste, a accepté cette politique que n'ont pas accepté, bien sûr, les autres pays. La Chine, l'Inde, le Vietnam, au moment là, en 2025, au moment où j'en parle, fin 2025, il n'y a absolument aucune liberté de mouvement des capitaux, tout doit être réglementé. Et si vous voulez investir en Chine, il est absolument hors de question que les Chinois vous autorisent à créer une entreprise. Comme ça, tout seul, vous devez avoir un partenaire pour faire une co-entreprise, et le partenaire chinois doit avoir au moins 51% du capital. C'est ça. Voilà. Donc pour bien maintenir le pouvoir là-dessus. Alors la deuxième conséquence de cette politique dans le monde occidental, c'est donc qu'on a vu apparaître des fortunes considérable d'un côté, et on a vu apparaître de l'autre côté une tendance à la paupérisation des classes moyennes, et même à la misère, à la pauvreté des catégories les plus humbles de la population. L'INSEE le mesure depuis à peu près le début depuis les années 90, parce qu'il y a eu un temps pour que ça s'est mis en œuvre progressivement. Maastricht, c'est 92, donc petit à petit, on a vu apparaître ces délocalisations industrielles, etc. Et donc, c'est à peu près autour de l'année 2000 que l'on voit apparaître en France une rupture séculaire, c'est-à-dire que depuis 1945 jusqu'à l'an 2000, on avait une baisse de la pauvreté en France et de la grande pauvreté et un resserrement de l'éventail social. Et depuis l'an 2000, c'est l'inverse. Et on voit d'un côté une tranche de quelques centaines de personnes, peut-être même à peine, et dont la part dans le PIB, je crois, représentait au début de 2000 quelque chose comme 6% du PIB français, qui maintenant représente 45% du PIB français. Donc des gens de plus en plus riches, et à l'autre bout, des gens qui voient leur niveau de vie tendanciellement diminuer. Ça a comme conséquence que l'on voit un peu dans le monde entier des très grandes fortunes qui ont une fortune supérieure au PIB de certains États. Monsieur Bernard Arnault, quand il avait une fortune estimée à 200 milliards d'euros, il doit y avoir, je ne sais pas, au moins une trentaine de pays parmi les plus pauvres du monde qui ont moins que ça comme PIB. Donc ce sont des puissances colossales qui, évidemment, sont tentés de prendre le pouvoir. Ils n'ont pas envie qu'au gré d'un changement électoral, d'un seul coup, ça leur casse leur baraque. C'est compréhensible, en fait. Donc, ils sont tentés de prendre le pouvoir. C'est un phénomène que l'on a constaté aussi en Russie ou en Chine, où vous avez, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, Boris Yeltsin, qui, lorsqu'il avait des moments de lucidité, puisqu'il était ivre la moitié du temps, il était quand même sous la tutelle de ses conseillers américains, et il avait laissé partir à l'encan le patrimoine industriel des soviétiques qui avait été racheté par des oligarques, c'est-à-dire des milliardaires. L'URSS était parti pour être complètement démantelé, sauf qu'il y a eu cette affaire de promotion par le KGB, puisqu'il était au KGB, par les services secrets russes, soviétiques, enfin ex-soviétiques, qui ont porté au pouvoir Vladimir Poutine, qui a complètement redresser le pays, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, la question n'est pas là. Il a redressé le pays et il a commencé par la chasse aux oligarques. Il les a cassés, il y en a un certain nombre qui se sont enfuis. La même chose se produit en Chine, puisque la Chine, officiellement, elle est toujours dirigée par le Parti communiste chinois, qui est un peu une nouvelle dynastie chinoise, mais officieusement, vous savez qu'il y a des bourses des valeurs à Shanghai, des bourses des valeurs à Shenzhen, c'est le capitalisme le plus pur, en fait. Ça, c'est pour développer la Chine. Sauf que, quand des fortunes deviennent trop importantes en Chine, le Parti communiste, les dirigeants communistes, moi j'enlève le mot communisme, c'est même plus communiste, en fait, c'est simplement la dynastie au pouvoir. Dans un cas comme dans l'autre, que ce soit la Russie ou la Chine, ça n'a jamais été des pays démocratiques de toute leur histoire. Eh bien, lorsque une personne privée risque de menacer le pouvoir de la dynastie au pouvoir, et notamment de ce que les Chinois appellent le Tianzi, c'est-à-dire le fils du ciel, c'est-à-dire aujourd'hui non plus un empereur mais un président, eh bien on le casse. Et Jack Ma, par exemple, qui était un milliardaire chinois qui avait accumulé beaucoup d'argent, il a disparu pendant 2 ans, il a été envoyé au Laogai, et puis après il est revenu à rien. Donc, dans le monde entier, on voit qu'il y a une tendance mondiale à ce que des dirigeants, des milliardaires qui font
des affaires considérables parce que le poids de l'économie, de l'industrie, de l'invention fait que c'est le modèle le plus efficace, c'est le modèle capitaliste, mais sans contrôle, il fait apparaître des multimilliardaires qui finissent par avoir plus d'argent, plus de pouvoir que des puissances étatiques et qui sont tentés de revenir à une espèce de nouveau Moyen-Âge. Le nouveau Moyen-Âge qu'on nous propose, non pas qu'on nous propose, mais qui est en train de s'insinuer en Occident. C'est comme si la France revenait avant, avant Louis XIV, avec des féodaux, et que les féodaux de notre époque, c'est BlackRock, Vanguard, Bolloré, etc., qui remplacent le comte de Toulouse, le duc de Berry, le duc de Bourgogne, voilà. D'ailleurs, si je peux me permettre, vous évoquez le retour au Moyen-Âge. Alors, je fais une digression, je crois que c'est ce que vous aviez utilisé comme terme quant à la France qui a signé le 12 novembre à Belém lors de la COP30, la déclaration sur l'intégrité de l'information climatique, engageant 12 pays à combattre la désinformation, donc comme priorité absolue. Et je crois que là aussi, vous y voyez, j'ai fait une digression, désolé. Oui, retour au Moyen-Âge. Alors, il y a des gens qui protestent parce que... Voilà, il y a des gens qui protestent parce qu'ils disent, et ils ont raison, que le Moyen-Âge n'est pas exactement ce qu'on nous en a dit, ce que nous en ont dit les historiens au XIXe siècle. Il y avait des disputatio, on savait avoir des débats universitaires, des débats théologiques, voilà. Mais enfin, quand même, on peut considérer que ce qui marque la fin du Moyen-Âge, un des éléments qui marque la fin du Moyen-Âge, c'est ce qu'on a appelé l'apparition de l'esprit scientifique qui contredit le dogme. Un esprit, c'est Galilée et Copernic qui ont inventé l'esprit scientifique, notamment avec l'affaire de la Terre qui tourne autour du Soleil ou du Soleil qui tourne autour de la Terre. Bon, vous connaissez cette histoire. Mais je voulais conclure mon propos. Oui. Lorsque vous êtes Bolloré, lorsque vous êtes un milliardaire quelconque, alors peut-être que ça ne va pas plaire à tous les gens qui m'écoutent, mais mettez-vous et réfléchissez à ce que je dis, parce que je m'adresse ici à des gens, je m'adresse à l'intelligence de nos compatriotes. Il faut bien comprendre que vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas accepter que ce système qui vous favorise d'une façon colossale, qu'il y soit mis un terme. Sauf si vous avez, comme c'est le cas de Trump, si à un moment dans votre vie, vous vous dites « faut pas que je tire trop sur la corde, il faut aussi que je m'occupe de mon propre peuple ». C'est ce qu'a fait Trump. Trump qui a décidé donc de prendre le contre-pied de son oligarchie. Vous avez vu qu'il a échappé à 2 ou 3 attentats. C'est un homme qui est assez, avec ses outrances, il a des côtés outranciers, extravagants, primesautiers, versatiles, parfois misogynes, etc. Il a parfois raciste, il a toute une série de défauts, mais il a quand même des qualités extraordinaires, immenses, un courage extraordinaire, et c'est une rupture historique. C'est que là, c'est son objectif, Make America Great Again, c'est rendre l'Amérique de nouveau forte. Il s'est rendu compte que lui, il préfère la grandeur de l'Amérique plutôt qu'avoir un chiffre, un 0 ou 2 zéros de plus sur son compte en banque. En Europe, on n'en est pas là. Et donc, si vous êtes un milliardaire, que font les milliardaires ? Ils achètent des journaux, ils achètent des télévisions, ils achètent des instituts de sondage, et ils sélectionnent les candidats à l'élection présidentielle. Et moi, je l'ai constaté, et à partir du moment où vous avez cette clé de lecture, vous avez tout compris. Vous avez tout compris pourquoi je suis interdit d'antenne sur tous les grands médias, alors que... Après, vous pouvez comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Bien sûr, je comprends parfaitement. Mais il faut que les Français comprennent pourquoi je ne suis pas... il faut que les Français comprennent. Alors, sur Radio Courtoisie, je ne sais pas, il va peut-être y avoir des réactions diverses et variées, mais il faut que les Français comprennent que toutes les personnes qui sont médiatisées, je dis bien toutes, sont voulues et promues par le système, y compris M. Bardella, y compris M. Zemmour, y compris Mme Knaffo, y compris Mélenchon aussi. Pourquoi je dis ça ? Parce que la clé, le truc qu'il ne faut jamais dire, ce qui vous ferme
l'accès aux grands médias, c'est dire ce que je dis d'une part, c'est-à-dire donner la clé de lecture de l'histoire contemporaine, et d'en tirer la conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut que la France redevienne souveraine, c'est-à-dire son peuple redevienne souverain, en récupérant les manettes, c'est-à-dire en sortant de l'Union européenne. Mais pas sortir de l'Union européenne par nostalgie, simplement pour remettre des droits de douane, pour protéger notre marché intérieur, ce que fait d'ailleurs Donald Trump, pour casser la libre circulation des capitaux, pour empêcher l'hémorragie qui continue d'entreprises industrielles, pour redonner une appétence pour les entreprises pour qu'elles se reviennent s'industrialiser en France. Vous avez vu que Macron, il a dit qu'il voulait réindustrialiser, mais ça ne marche pas. Depuis 2017, dès qu'il a été élu, il a dit qu'il voulait réindustrialiser la France. Ça ne marche absolument pas, parce que vous ne pouvez pas avoir une politique qui est contredite par les structures. Les structures fondamentales, c'est qu'il y a une libre circulation des capitaux, c'est que donc vous pouvez aller investir dans des pays, y compris en Union européenne, par exemple la Bulgarie, le SMIC bulgare, c'est 5% du SMIC français, et vous le faites sans aucun contrôle, vous réimportez ça, ça n'est que du bénéfice pour vous, et en plus de ça, à cause de l'euro étant trop cher par rapport à la compétitivité de l'économie française, si vous faites fabriquer ça au Bangladesh, ça vous fait en plus une prime de change considérable. Donc, les milliardaires vont acheter comme ils le font et vont promouvoir leurs candidats. En 2017, c'est clair et net. Il a été décidé en 2015, ça a été annoncé par Attali, vous vous rappelez, à l'automne 2015, que M. Macron, que personne ne savait qui c'est, avait l'étoffe d'être président de la République. Et moi, je me rappelle, j'avais vu cette déclaration, personne ne savait qui c'était, les gens se sont dit, Attali, c'est quoi là ? En fait, c'était un coup d'envoi, une espèce de... Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous avez eu pendant 1 an et demi, il n'a été question que de Macron. Il a eu 176 couvertures de magazines, People, Gala, Voici, Paris Match, etc., etc. Il est passé partout, tous les médias ont été mis à sa disposition, on l'a présenté comme le Mozart de la finance, etc., etc. Et il a bénéficié d'une promotion outrancière. Et une fois qu'il a été élu, puisque malheureusement... Les Américains ont découvert qu'il y a une corrélation très forte entre le nombre d'heures où vous passez à la télé et le nombre de bulletins que vous avez dans les urnes, parce que c'est du lavage de cerveau. Une fois qu'il a été élu à l'Élysée, Macron, il a son patron. Le patron de Macron, c'est pas le peuple français. Les Français l'ont élu, mais ils l'ont élu dans une circonstance, si vous voulez, en méconnaissance de l'éventail qui leur était offert. Les Français l'ont élu parce qu'ils avaient eu le cerveau lavé, et donc les vrais patrons de Macron, c'est l'oligarchie qui l'a fait élire. C'est aussi simple que ça. Et pour 2027, à quoi on assiste ? On assiste au fait que l'oligarchie a présélectionné quelques candidats déjà. Glucksmann, qui est de gauche, mais en fait qui est un agent de l'étranger, tout le monde est au courant. Il avait servi le président Saakashvili en Géorgie, qui était un mafieux notoire et qui était un agent de la CIA. C'est également la promotion de Bardella contre Madame Le Pen, d'ailleurs. Ils ont fait le choix de Bardella contre Le Pen, parce que quelqu'un qui a 30 ans, c'est complètement manipulable. Bon, voilà. En même temps, Madame Le Pen, en ce moment... Oui, mais Madame Le Pen, elle a quand même plus d'expérience en la matière. Ça, je dis pas le contraire. Voilà. Ouais. Et également, Zemmour. Mais ce qui est important, c'est que l'objectif... moi, si je peux me permettre, je vous coupe, c'est surtout que vous insistez, et ça, c'est ce que les auditeurs doivent retenir, c'est le fait d'être invisibilisé. Bien sûr, moi je ne suis pas en désaccord avec le fait, bien sûr, je suis démocrate, que tout le monde puisse s'exprimer, mais pas dans le système, parce que vous comprenez, par exemple sur les questions migratoires, la différence qu'il y a, moi je suis comme 75% des Français d'après les sondages, je considère que maintenant, il y a le trop-plein, voilà, il y a trop d'immigration, mais il y a 75% des Français, y compris d'ailleurs, je me permets d'insister, beaucoup de Français d'origine immigrée eux-mêmes. Nous, on en a, du PR. On a chez nous toute une série de Français d'origine algériens, marocains, etc., qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, et qui trouvent aussi que la France est trop laxiste. Bon. Donc moi, j'en tire les conclusions. Mais la différence, si vous voulez, entre quelqu'un comme moi et quelqu'un comme, par exemple, Zemmour, c'est que moi, je dis il y a trop d'immigrés en France, il faut donc arrêter l'immigration. Et arrêter l'immigration, ça veut dire qu'il faut réintroduire des contrôles aux frontières, et ça veut dire qu'il faut donc sortir
des articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'était d'ailleurs donc, ce qu'avait dit... pas d'accord avec la remigration, alors. Ah ben ça, c'est encore autre chose. La remigration, c'est encore... Parce que la remigration, alors, par ailleurs, c'est interdit par la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Mais, je veux dire, là, on ne pourra pas lutter contre l'immigration en France de façon sérieuse sans déjà commencer par arrêter les frontières. Bon. Et ça implique de sortir de l'Union européenne. Donc tous ceux qui vous disent « Non, on va rester dans l'Union européenne, mais on va lutter contre l'immigration », mentent. On l'a vu d'ailleurs. Madame Meloni, elle avait été élue là-dessus. On a assisté à quoi? Elle a lutté contre l'immigration clandestine, qui a baissé de 75%, mais il y a eu plus d'immigrés qui ont été, régularisés en Italie. Au total, l'immigration a augmenté par rapport à Mario Draghi. Quant à Orban, dont on nous parle souvent, d'abord, Orban, il a des immigrés, mais qui viennent plutôt d'Europe de l'Est. Donc il a des immigrés. Deuxièmement, si vous voulez, quand vous avez des migrants qui viennent du sud de l'Afrique, enfin qui viennent du sud de la Méditerranée, l'Afrique du Nord ou l'Afrique noire, il y en a en gros, ils sont soit francophones, soit anglophones. Il n'y a pas beaucoup de magyarophones, c'est-à-dire de gens qui parlent le hongrois. Bon. Donc, si vous voulez, les gens qui s'introduisent par la Grèce ou la Hongrie, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller venir s'installer en France s'ils sont francophones. Mm-hmm. Et s'ils sont anglophones, par exemple du sous-continent indien, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller en Angleterre. Donc, le système n'est pas là. Enfin, encore une fois, si on veut lutter contre l'immigration torrentielle, si on veut vraiment casser ça, il faut réintroduire des contrôles aux frontières qui le nécessitent. Et donc, c'est violer les traités européens. Mais ce que je dis là, on pourrait le dire sur toute une série d'autres choses. Si on veut protéger l'agriculture, il ne faut pas l'accord avec le Mercosur. Oui, donc, c'est violer le traité européen. Si on veut, par exemple, les droits de douane. Les droits de douane, les États-Unis ont augmenté de 45% les droits de douane sur l'ensemble des pays d'Europe. Mais parce que Trump, il a dit que lui, il voulait augmenter les droits de douane sur les pays avec lesquels les États-Unis étaient en déficit. Or, les États-Unis ont un gros déficit commercial avec l'Union européenne. Mais Trump a proposé de négocier pays par pays, parce que tout le monde n'est pas à la même enseigne. Sauf que depuis le marché commun de 1957, ce ne sont plus des questions nationales. Les droits de douane sont fixés au niveau européen. C'est ce qu'on appelle le tarif extérieur commun, qui d'ailleurs est ridiculement faible. En moyenne, il n'est même pas de 3%. Et donc, la France a donc été obligée sur cette affaire d'être solidaire de l'Allemagne. Mais la grande différence entre la France et l'Allemagne, c'est que l'Allemagne dégage des excédents commerciaux considérables vis-à-vis des États-Unis, alors que la France a un déficit commercial considérable. De telle sorte que si nous étions sortis de l'Union européenne, je peux vous dire que moi j'aurais vu le président Trump et je lui aurais fait... Je sais un peu la psychologie qu'il peut avoir. C'est quelqu'un qui aime... C'est un joueur de poker, c'est quelqu'un qui aime les deals, c'est quelqu'un qui est un gambler, c'est un joueur. Il y a quelque chose d'un peu à la fois très sérieux et un petit peu ludique dans la mentalité américaine. Et puis des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Et puis on se dit carrément les trucs cash. Moi, j'aurais dit à Trump, attendez, monsieur le président des États-Unis, vous voulez augmenter les droits de douane sur l'Union européenne parce que vous avez des excédents. Il m'aurait dit yes. J'aurais dit, il faut donc que vous les augmentiez sur l'Allemagne, sur les Pays-Bas, sur ci, sur ça. Mais nous, en France, on a un déficit, donc vous allez me permettre d'augmenter les droits de douane vis-à-vis des produits américains. Il aurait rigolé. Et j'aurais dit, croyez-moi, la meilleure des choses, c'est qu'on touche à rien. Je suis sûr que le deal que j'aurais obtenu, c'est 0% d'augmentation des droits de douane. Ça, c'est une illustration très concrète. Je pourrais prendre des quantités d'exemples. Le fait d'être souverain, de défendre nos propres intérêts, nous aurait permis, sur cette question, de ne pas souffrir d'avoir 45% de droits de douane, parce que nous sommes solidaires des excédents commerciaux allemands. Voilà, voilà cette affaire. Alors... Je vous coupe juste 2 minutes, parce que je voulais quand même que nos auditeurs écoutent un petit message. Voilà, nous continuons juste après. Chers amis, comme l'an dernier, notre généreux mécène s'engage à nous soutenir en cette fin d'année. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don qui sera fait à Radio Courtoisie entre le 1er et le 31 décembre. 5, 10,
50, 100 ou 1000 euros, chaque euro va compter. En cette fin d'année, plus que jamais, je vous demande de nous aider en participant à notre marathon du don. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 € ne vous revient qu'à 34 €. Par avance, merci. Et j'en profite, chers auditeurs, donc pour vous rappeler aussi de ne pas hésiter à vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Monsieur Asselineau, je crois que vous vouliez continuer quant à... Oui, j'ai fait un long détour par rapport à votre question d'origine, mais j'y reviens parce que je pense qu'il faut vraiment que les auditeurs aient une parfaite compréhension de tout ce système. J'ai donc expliqué pour quelles raisons je suis invisibilisé dans les médias, parce que j'ai franchi cette espèce de mur de verre que l'on ne doit pas franchir, c'est-à-dire de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN. C'est-à-dire, en fait, il faut redonner le pouvoir au peuple français. Voilà. C'est aussi simple que ça. Sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça revient à redonner le pouvoir au peuple français. C'est aussi ça. Et à partir du moment que ce soit M. Cazeneuve, M. Glucksmann, M. Édouard Philippe, M. Bardella, M. Zemmour, Mme Knafo, M. Mélenchon lui-même, à partir du moment où vous dites « Non, il faut rester dans l'Union européenne, mais il faut la changer de l'intérieur, mais ça », j'explique que depuis le traité de Rome de 1957, ça fait 68 ans qu'ils ont montré qu'il n'était pas possible de modifier l'Union européenne, parce que c'est la sédimentation. Enfin, c'était les marchés communs jusqu'en 92, jusqu'à Maastricht. Après, ça s'appelle l'Union européenne. C'est une sédimentation de traités qui tiennent compte de ce que l'Union européenne, en fait, c'est un conglomérat de peuples et de pays qui ont des intérêts totalement divergents. Et donc, pour arriver à mettre tout ça ensemble, eh bien, on a été obligé de faire des concessions. Et donc, on a un édifice où, finalement, tout le monde est assez mécontent parce qu'il doit tenir compte des autres, mais où il y en a qui sont moins favorisés que d'autres. Parmi les plus défavorisés, c'est la France, à la fois parce que nous sommes le deuxième contributeur net, après l'Allemagne. Chaque année, les Français donnent une quinzaine de milliards d'euros à l'Union européenne, que l'on ne voit plus revenir d'ailleurs. C'est vraiment de l'argent perdu. C'est bien pire, par exemple, que de payer des fonctionnaires. Parce que payer des fonctionnaires, même s'ils sont un peu inutiles, au moins ils réinjectent ça dans l'économie française. Mais donner 15 milliards d'euros à l'Union européenne, qui ensuite, en plus de ce qu'on donne, on donne 25 ou quelques milliards, ou 30 milliards. D'après les chiffres officiels, c'est 29 milliards, mais nous, on en récupère après une quinzaine, ou 15 ou 18. Le bilan net, c'est que la France donne chaque année 12 à 15 milliards d'euros à l'Union européenne. Avec ça, elle donne de l'argent, par exemple, à la Pologne, qui achète des avions américains contre les avions français. Donc on finance, en plus de ça, on finance nos adversaires. C'est vraiment du point de vue économique, c'est une catastrophe. Si vous voulez, le problème numéro un de la France, c'est non seulement c'est sa dette, mais c'est surtout et d'abord et avant tout, c'est la faible croissance que nous avons. Après, j'aurais une question. Alors, je voudrais terminer sur la question ukrainienne sur laquelle vous aviez commencé, parce que l'Ukraine, derrière le dossier ukrainien, il y a l'oligarchie. Il y a BlackRock et Vanguard, dont je parlais tout à l'heure. Ils ont acheté 51% des terres arables en Ukraine, d'ores et déjà. Il y a le Parti démocrate qui est mouillé jusqu'au cou dans toute une série de choses un peu glauques, des laboratoires secrets, des trucs et des machins. On ne sait pas très exactement ce qu'il y a. On a l'OTAN qui a un objectif qui consiste à démanteler la Russie en une quinzaine d'entités étatiques. J'ai fait une vidéo au dialogue franco-russe qui n'a été démenti par personne, qui d'ailleurs, on a 650 000 vues, parce que justement, j'ai montré, c'est d'ailleurs de notoriété publique, c'est ce que disent ouvertement les dirigeants américains, ce que disaient les dirigeants américains démocrates. Donc, il faut bien comprendre que là-dedans, c'est un petit univers qui se serre les rangs, et donc, derrière Zelensky, derrière ce régime, il y a l'oligarchie euro-atlantiste qui est derrière. Bien. Et comme par hasard, Trump arrivant, lui, en contrebattant ça,
se rend bien compte que c'est un désastre, cette affaire ukrainienne, qui d'ailleurs sert les intérêts formidablement du complexe militaro-industriel américain qui vend des armes, sert formidablement les intérêts de BlackRock, de Vanguard, mais lui, il considère, parce qu'il y a, je pense, chez Trump, la volonté quand même de faire des économies de morts, et souvent c'est quelque chose qui revient dans son esprit, c'est que il veut son rêve est d'obtenir le prix Nobel de la paix, son rêve est d'apparaître comme quelqu'un qui aura fait arrêter un certain nombre de conflits pour sauver des vies humaines. Je dis pas que c'est toujours ce qu'il fait. Là, en ce moment, il fait des bruits de bottes vis-à-vis du Venezuela. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'est pas intervenu militairement. Ça n'a rien à voir avec son prédécesseur. C'est plus que deux prédécesseurs. Tous ses prédécesseurs, que ce soit Bill Clinton, que ce soit George W. Bush, que ce soit Obama ou que ce soit Biden, ce sont des gens qui étaient dans la main de l'oligarchie, qu'ils soient républicains ou démocrates. Et donc, ça vous explique le panorama actuel sur l'Ukraine, où vous avez Trump qui en a assez de cette affaire, qui veut se dépêtrer de cette affaire, et où vous avez les dirigeants européens, dans lequel on peut rajouter Starmer, puisque même si le Royaume-Uni est sorti du Brexit, l'oligarchie est toujours très active sur place et a fait élire Starmer, qui est en fait une espèce de clone de Macron. Merz, le chancelier allemand, est lui-même aussi un clone de Macron. Eux, ils sont là. On voit bien que leur objectif, ça n'est pas d'obtenir la paix. Leur objectif, c'est de mettre en œuvre la politique que leur demande de mettre en œuvre les oligarques qui les ont menés dans cette affaire. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Alors ça tourne malheureusement mal, puisque peut-être pour certains oligarques, ils espéraient que ce soit un conflit sans fin qui leur permettrait sans fin de donner de l'argent, d'avoir de l'argent, de récupérer de l'argent et de vendre des armes. Mais vous voyez bien qu'en fait, on a des gens qui ont sous-estimé la Russie, et là on en revient, là comme ailleurs, sur sur l'importance fondamentale de bien connaître l'histoire des pays. Dans toute sa longue histoire, les Russes n'ont jamais été battus, en tout cas n'ont jamais accepté que leur pays puisse être envahi. Voilà. Ils ont été battus en 1905 dans la guerre russo-japonaise, mais leur pays n'a pas été envahi. Et lorsque leur pays a été envahi, que ce soit avec Napoléon, que ce soit avec Hitler, ou que ce soit là avec cette tentative de l'OTAN qui, après l'Ukraine, comptait bien démolir, vous avez, quel que soit le régime, que ce soit un régime tsariste du temps de Napoléon, que ce soit le régime stalinien du temps d'Hitler, que ce soit le régime de Poutine aujourd'hui, vous avez, ça transcende les régimes politiques, vous avez la mère Russie, vous avez dans le peuple russe dans sa profondeur, et qui est un peuple guerrier, qui est un peuple qui est capable d'endurer les pires souffrances pour préserver la Sainte Russie dans son esprit. Et il faut vraiment ne pas connaître l'histoire pour penser que les pays occidentaux, dont le budget militaire était réduit à zéro, et qui sont empêtrés dans des conflits internes, avec des sociétés de plus en plus décadentes, lâchons le mot, où les gens ne veulent pas faire leur service militaire. J'ai vu que Zemmour n'avait pas fait son service militaire. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Quand vous avez ce genre de choses, on a des pays qui n'ont pas de budget militaire. La France est ruinée. Nous n'avons aucun intérêt, ni la France ni les Anglais. C'est pas vrai. On n'a pas d'intérêt sur l'affaire ukrainienne. L'Ukraine, en plus, est un pays composite qui a été créé par Staline, mais depuis 1654, il y avait tout ce qui est aujourd'hui l'Ukraine orientale, avec le traité de Péréoslav qui a été rattaché à l'Empire russe, avec ce qu'on appelait la Rousse, c'était la principauté, la Rousse de Kiev. C'est à partir de ce moment-là, 1654, que le tsar de toutes les Russies a pris le titre de tsar de toutes les Russies. C'est avec la Rousse de Kiev, la Rousse de Minsk, la Rousse de Moscou, etc. On n'a aucun intérêt là-dedans. Mais on est en train de ruiner l'Europe. On a accepté l'inacceptable, c'est-à-dire la destruction de Nord Stream par les Américains, peut-être avec le concours des Ukrainiens, mais derrière, c'est des Américains. On a accepté ça parce que nous avons des dirigeants qui obéissent à l'oligarchie. On en revient toujours à ça. C'est-à-dire que, je m'adresse ici à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent bien m'écouter,
On ne sortira pas de cette affaire. La France va continuer à s'enfoncer, à être peut-être détruite, si les Français en 2027 élisent à la place de Macron un clone de Macron, c'est-à-dire quelqu'un qui leur aura été présenté par les médias comme étant celui qui est le... Alors l'homme préféré, le politique préféré des Français, paraît-il que c'était Édouard Philippe. Après ça, on nous sort la révélation de la gauche, la pointe de tungstène. Vous avez entendu cette expression de la gauche? Glucksmann. C'est Glucksmann, vous avez vu. Et maintenant, on nous sort Bardella, qui est l'homme politique dans lequel les Français ont le plus confiance. Mais dans les trois cas, je suis désolé, peut-être certains de nos auditeurs vont protester, mais enfin, c'est le propre d'un pays démocratique que l'on ait le droit de confronter les idées. Personne ne pourra me faire croire que... il se trouve que j'ai des anecdotes avec Glucksmann. Bon, quand vous voyez ces trois personnages, on voit bien que ce n'est pas des gens qui vont tenir la dragée haute face à Trump, face à Xi Jinping, face à Poutine, mais pas non plus face à Bolloré ou face à Bernard Arnault. Ce dont les Français ils ont besoin en 2027, c'est d'avoir un responsable politique qui fasse ce que faisait De Gaulle, ou ce qu'ont fait tous les grands capétiens de l'histoire de France, c'est-à-dire de prendre le parti du peuple contre les féodaux. C'est ça, fondamentalement. L'histoire de France, elle se résume presque en une seule... Elle va, si j'ose dire, de Saint-Louis à De Gaulle il y a un fil conducteur. Rappelez-vous Louis IX, le fils de Blanche de Castille, qui avait été élevé dans une foi ardente au XIIIe siècle, et qui décide, d'une part, de juger sous son chêne à Vincennes. Moi, quand j'étais petit, on m'apprenait ça, je ne comprenais pas qu'est-ce qui était important, on s'en fiche en fait que ce soit sous un chêne. Ce qui était important dans cette image d'Épinal, c'est que pour la première fois, le roi de France, se prenant pour ce qui était d'ailleurs quasiment sa titulature, c'est-à-dire le vicaire du Christ sur terre, décide de juger lui-même et, le cas échéant, de donner raison à un pauvre manant. Il y a encore du servage, vers 1240, contre le comte ou le vicomte ou le baron local qui abuse de ces paysans. Le roi de France défend le petit contre le gros. Et il va, quelque temps après, créer l'hôpital des 15-20 à Paris, c'est qui existe toujours. 15-20, ça veut dire 300 lits, parce que 15 fois 20 égale 300. Et dans cet établissement, qui va appeler établissement de commun profit, tout le monde, y compris des pauvres gens, des pauvres airs, des miséreux, peuvent aller se faire soigner des maladies de peau ou bien des maladies ophtalmologiques. Alors évidemment avec la médecine du milieu du XIIIe siècle, mais quand même, il y avait quand même des onguents, des herbes, des trucs, des machins. On pouvait quand même améliorer le quotidien des gens. Et cet hôpital est payé par le roi, par la cassette du roi. Et c'est gratuit pour tout le monde. Et ça, ces deux éléments-là, on ne peut pas comprendre la France si on n'a pas ça, si on n'a pas le fait que c'est un peu notre chair, notre âme qui est en jeu. C'est le bon roi. Les Français, ils attendent le bon roi qui va prendre la défense des pauvres, des opprimés par rapport aux féodaux. Et vous avez les bons rois dans l'histoire de France. Vous avez lui qui sera canonisé par Boniface VIII à la demande des Français dès la fin du XIIIe siècle. Donc il va devenir Saint-Louis. Vous avez Henri IV qui clôture la guerre de religion et qui adopte la foi catholique parce qu'il était protestant à l'origine, mais il a voulu calmer le jeu, il a voulu le bonheur de ses sujets, et c'est la fameuse phrase de Sully, un petit peu apocryphe, mais pas tout à fait, sur la poule au pot tous les dimanches. Il voulait le bien de ces peuples. Et vous avez tout un fil conducteur qui va jusqu'à De Gaulle, qui dans les années 60 n'était pas aimé par la grande bourgeoisie française. De Gaulle avait dit « la politique ne se fait pas à la corbeille ». La corbeille, c'était la bourse. Et De Gaulle, avec ses postures anti-américaines, anti-OTAN, était secrètement désapprouvé par la grande bourgeoisie française. Lorsque De Gaulle reconnaissait la Chine populaire ou faisait le voyage en URSS, la grande bourgeoisie française était offusquée, mais De Gaulle, il faisait ça, pas ça parce qu'il était communiste. De Gaulle, il faisait ça parce qu'il avait compris que pour que la France restât un pays libre, indépendant, il fallait qu'elle joue le contrepoids
et que face à la puissance américaine, il fallait qu'elle ait le contrepoids des Russes et des Chinois. Et puis De Gaulle, en plus, avait lancé le processus de participation des travailleurs pour que c'était un peu une solution au grand conflit de son époque, qui était le marxisme contre le capitalisme, et qui... De Gaulle voulait pousser dans cette direction où ce seraient les salariés qui posséderaient leur même entreprise. Et De Gaulle avait, ce faisant, s'était mis à dos tout le monde. Il s'était mis la bourgeoisie, la grande bourgeoisie française qui trouvait que c'était des marques de socialisme, et il s'était mis à dos le Parti communiste français qui voyait une marque comment dirais-je, de trahison de classe, etc. Oui. Voilà, qu'il fallait en rester à la lutte des classes. Parce que De Gaulle était pénétré par cette idée de la grandeur et de la souveraineté de la France et du peuple français. Le grand débat de 2027, il est là, hein. Voilà. C'est ce que De Gaulle aussi avait dit à Perfit un jour. Il avait dit « Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. » On en est toujours là. Monsieur Asselineau, malgré les rodomontades de Macron sur une remontée à 15% du PIB industriel, 2025 enregistre 108 fermetures ou menaces de sites depuis janvier, avec plus de pertes que d'ouvertures et un taux stagnant à 10,5%. Vous imputez cet échec structurel à l'euro et aux directives bruxelloises. Quelles mesures concrètes, protectionnisme intelligent, relocalisation forcée, sortie de l'euro, proposeriez-vous pour inverser la tendance et reconquérir la souveraineté industrielle française? Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, oui. J'y reviens, parce que une chose est certaine, c'est que il n'y a aucune raison pour renverser la vapeur. Parce que Macron, depuis 2017, je le disais tout à l'heure, il dit qu'il va réindustrialiser, mais Bernic, rien du tout. Vous ne pouvez pas demander à des entreprises de jouer contre l'intérêt des détenteurs de l'entreprise, c'est-à-dire du conseil d'administration représentant les actionnaires de l'entreprise. Donc, si vous voulez, les actionnaires souvent demandent ce qu'on appelle un TRI, un taux de rentabilité interne, qui est de l'ordre de 15%, ce qui est considérable. Et donc, il est évident qu'une entreprise française elle ne va pas s'amuser pour le plaisir, si j'ose dire, d'être patriote, à contredire les orientations fixées par le conseil d'administration, sinon le chef d'entreprise, le PDG, va sauter. Et donc l'entreprise, elle va aller fabriquer ailleurs. On le voit, même si elle ne voulait pas le faire, elle serait contrainte à le faire par la concurrence. Donc la seule façon de réindustrialiser la France, c'est de faire ce que fait Trump. Trump, il a décidé d'augmenter brutalement les droits de douane sur les pays étrangers. Alors vous avez évidemment toute la presse occidentale et en France qui est détenue par l'oligarchie, par les milliardaires, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'achètent. Tout le monde a présenté Trump comme une espèce d'individu complètement extravagant, qui faisait n'importe quoi, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, etc. Cette présentation de Trump étant malheureusement un petit peu favorisée par les caractéristiques du personnage qui effectivement donnent régulièrement l'idée d'être un peu fantasque, un peu imprévisible, de faire des choses comme ça. Mais il faut aller au-delà de cette apparence de Trump. Il a tenu bon et on constate quoi ? On constate aujourd'hui que les entreprises viennent se réinvestir aux États-Unis. C'est-à-dire que son truc, il marche. Y compris d'ailleurs, je note que M. Bernard Arnault, qui d'ailleurs a été la seule personne invitée à l'inauguration de Trump. Vous savez, il y a eu un certain nombre de responsables politiques qui ont essayé de faire croire qu'ils avaient été invités, qui sont allés se pointer de façon un peu pathétique à 500 mètres de là pour dire... Oui, je crois que nos auditeurs devinent qui. Voilà, le seul qui a été dans la coupole, c'était Bernard Arnault. Parce que Trump, il aime bien les gens qui lui ressemblent, il aime bien les milliardaires. Bon, voilà. Donc, il y a Elon Musk, il y a Trump, il y a Bernard Arnault. Bernard Arnault, vous l'avez vu, il a décidé de faire maintenant fabriquer les sacs, alors je ne sais plus si c'est Vuitton, Dior ou je ne sais pas quoi, aux États-Unis. Il y a un investissement. Et puis vous avez également, comment il s'appelle, le Saadé, vous savez, qui possède CGA, CGM, et qui d'ailleurs est en train de racheter lui aussi des médias français, qui a décidé d'investir beaucoup aux États-Unis. Et voilà. C'est-à-dire que la France... Alors je sais, il y a des gens qui disent « mais la France est beaucoup trop petite », ça je connais ce discours. Bon.
Si la France était beaucoup trop petite, moi j'aimerais qu'on m'explique pourquoi Singapour, par exemple, n'est pas mort et enterré. Singapour, c'est la cité-État, c'est grand comme la moitié de l'Île-de-France. Le PIB par habitant est supérieur à celui de la France. Et le niveau de vie augmente rapidement, continue d'augmenter rapidement. Et voilà, l'idée selon laquelle... j'ai vu, là, il y a une tribune ces jours-ci qui circulait, là, des tribunes apocalyptiques sur le thème si l'Europe ne se constitue pas en une puissance, c'est vraiment le dernier moment, sinon c'est un choc civilisationnel, c'est la fin de... Mais tout ça se fait des décennies entières qu'on entend parler de ça, de ce système. Ça a dû vous plaire, ça. Ça a dû vous plaire, ça. Oh bah oui, moi je me rappelle en 1960, j'ai retrouvé un livre, je crois que c'est 75 ou 76, ça s'appelait Euroshima. C'était un livre qui avait été écrit par deux militaires, lieutenant-colonel, je ne sais plus quoi, qui avaient écrit un livre, c'était sur le thème que si, on était en 76, si dans les 2 ans, il n'y avait pas une Europe qui se constituait, l'Europe, les pays d'Europe seraient complètement vitrifiés par l'Union soviétique et les États-Unis, et que ça serait la fin. Bon, bah non. Mais ça fait depuis... Cet alarmisme méthodique, il existe depuis 68 ans, vous vous rendez compte? Alors que tout nous montre le contraire. Regardez un pays comme la Corée du Sud, par exemple. Il y a 40 millions d'habitants en Corée du Sud. C'est grand comme l'équivalent, la superficie de la Corée du Sud, c'est 100 000 km². 1/6 de la France, c'est grand comme la région Grand Est plus la région Bourgogne. Donc voilà, ça c'est la Corée du Sud. Je connais, j'y suis allé plusieurs fois. Eh bien, depuis aujourd'hui, ce pays est devenu, alors que en 1950, à la sortie de la guerre de Corée, c'était quasiment le pays le plus pauvre du monde. En tout cas, il faisait partie des 5 ou 10 pays les plus pauvres de la planète, ravagés par la guerre de Corée. Aujourd'hui, c'est un pays qui est classé, alors je crois que c'est 12e ou 15, je crois que c'est 12e, dans l'indice IDH, l'indice de développement humain qui est calculé par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est un indice composite qui tient compte à la fois du PIB par habitant, de l'espérance de vie à la naissance, de la partie... Il faudra vérifier, parce que je suis pas sûr que ce soit 12e. Voilà, c'est ça. En tout cas, la France, elle est en dessous. Elle est tombée au rang de 25e. Voilà. Et ce pays, la Corée du Sud, n'envisage à aucun moment de fusionner avec les 26 pays alentours. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. De même que les gens vont trouver ce que je dis et vont un peu sursauter, mais c'est quand même la vérité. L'État d'Israël n'envisage pas de fusionner avec les 26 pays alentours. Et donc vous avez des pays beaucoup plus petits que la France. Vous avez même un truc, une passion qu'il y a en ce moment régulièrement chez les élites françaises, c'est de se battre pour la défense de l'indépendance et de la souveraineté du Liban. Je suis d'accord. Enfin, le Liban, c'est grand comme 2 départements français. Donc, cette politique, si vous voulez, de systématiquement considérer que la France serait trop petite, non. La France, elle peut très bien, pour répondre à votre question, adopter des droits de douane différenciés. Par exemple, là, on a devant nous vraiment un sujet qui est vraiment atroce, en fait. Est-ce que oui ou non, on va accepter la destruction de ce qui reste de l'élevage en France ? Voilà. Est-ce que oui ou non, on va accepter l'accord avec le Mercosur ? C'est dramatique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que là aussi, on est les dindons de la farce européenne. On a la Commission européenne qui a le monopole des négociations commerciales multilatérales depuis le traité de Rome. Il y a des gens qui reprochent à Macron, oui, laisse tomber l'agriculture. Bien sûr qu'on peut le lui reprocher, mais ce serait pareil pour Mme Le Pen, M. Bardella, M. Zemmour, Mme Knafo, Mme Maréchal, M. Dupont-Aignan, M. Philippe, M. Cazeneuve, M. Glucksmann, etc., puisqu'ils veulent tous rester dans l'Union européenne. Ils ne pourront rien changer au fait que c'est depuis le traité de Rome, la Commission européenne qui a le monopole des négociations commerciales multilatérales. Tiens, vous avez pas dit Philippot pour vous embêter un peu. Non, parce que M. Philippot, non, lui, il est quand même relativement constant à dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. Ça, c'était exact. Simplement, il veut faire alliance avec des gens qui ne sont pas d'accord. Bon, c'est comme M. Dupont-Aignan qui change. Enfin bon, on va pas faire un petit peu de la polémique. Bon, nous, d'ailleurs, tout le monde est bienvenu à l'UPR, soit dit en passant. Mais nous n'allons pas faire d'alliance, par exemple, avec des gens qui veulent le contraire de ce que l'on veut. Enfin, sinon, moi, je recevrais 90% des adhérents enverraient leur carte. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quel que soit le responsable politique français,
si on reste dans l'Union européenne, nous serons obligés, on est amenés à détruire l'élevage français. Parce qu'il se trouve que l'accord entre la Commission européenne et les représentants du Mercosur, donc c'est ce marché commun qui relie le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, l'objectif qu'il y a, alors il y a déjà de l'excellente viande en Argentine, et l'objectif, c'est de continuer la déforestation de l'Amazonie pour fabriquer des céréales et surtout fabriquer de l'élevage, faire de l'élevage de bœuf pour exporter vers des viandes de très grande qualité, ou, enfin, dit-on, mais ça serait peut-être gorgé d'hormones, je ne sais pas quoi, c'est encore à vérifier, vers l'Europe et à très bas coût. Mais il est évident que dans ce genre de situation, les Scandinaves, je sais pas, les Néerlandais, les Danois, les Suédois, les Finlandais, les Estoniens, les Lettons, etc., tous ces gens qui n'ont pas d'élevage, ils préfèrent acheter de la viande qui va coûter 2 ou 3 fois moins cher plutôt que de la viande française. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans ce que je dis ? Le problème, c'est que la France, elle est minorisée. Donc, si vous voulez, si moi je suis élu en 2027, eh bien, je mettrai des droits de douane pour protéger nos agriculteurs français. Sinon, de toute façon, on aura beau tourner le truc dans tous les sens, c'est comme un Rubik's Cube, vous aurez beau tourner le truc dans tous les sens, si on n'a pas des protections douanières pour protéger la paysannerie française, l'agriculteur français, on finira par tout perdre, sauf ce qui nous restera, on regardera encore des choses, c'est les stratégies de niche, c'est-à-dire quelqu'un qui a la chance d'avoir 3 hectares sur les versants des Côtes de Nuit en Bourgogne pourra continuer à faire du vin alors là, il deviendra très très riche. On a quelques agriculteurs, des viticulteurs, ou bien ceux qui sont sur des AOP, le camembert, le roquefort, tout ça. On a des gens, des agriculteurs qui ont la chance d'être sur des niches, comme on dit, qui pourront survivre, protégés, des appellations d'origine protégée. Et puis on aura peut-être les grands céréaliers de la Beauce ou du nord de la France, ou bien les fermes de 1000 vaches, etc., c'est-à-dire de l'agro-industrie, ce qui fait d'ailleurs ceux qui tiennent la FNSEA. C'est pour ça que la FNSEA est globalement favorable à l'Europe, comme les milliardaires de tout à l'heure sont favorables à l'Europe. En revanche, vous avez vu que la Confédération paysanne, qui elle représente les agriculteurs familiaux qui font le sel de la France, si j'ose dire, l'âme et le sel de notre pays depuis 2000 ans, depuis 2500 ans, eux, ils sont en train de quitter en masse la FNSEA pour rallier la Confédération paysanne. On l'a vu lors des dernières élections agricoles, où il y a plusieurs départements où la Confédération paysanne est arrivée devant la FNSEA. Moi, je serai là, je serai mon interlocuteur privilégié. Ce sera la Confédération paysanne, et les agriculteurs pourront compter sur moi pour que je les protège, c'est-à-dire rétablir notamment des droits de douane et des normes sur les produits, des normes, je veux dire notamment des normes sanitaires. Parce que l'affaire, par exemple, de l'acétamipride, là, vous savez, ce néonicotinoïde là, qu'on trouve dans les noisettes que la France a interdit en France, mais est obligé d'accepter lorsque c'est dans du Nutella, parce que c'est fabriqué en Italie, où là, ils peuvent mettre de l'acétamipride, c'est vraiment de la concurrence déloyale. Donc, ne serait-ce que pour la santé publique, là aussi, mais toutes ces mesures de bon sens que je mettrais, impose que nous sortions de l'Union européenne. Voilà. Alors il y a des gens qui disent « mais non, on entrera dans un bras de fer ». Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Il faudrait entrer dans un bras de fer sur l'agriculture, un bras de fer sur les droits de douane, un bras de fer avec sur l'OTAN, un bras de fer sur je ne sais pas moi, sur la valeur externe de l'euro, un bras de fer sur c'est que des bras de fer, c'est quoi ça ? Sachant que les bras de fer, on n'a pas le droit de faire des bras de fer. Au passage, les gens qui disent ça ne savent pas qu'il y a un organisme qui s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne qui est justement chargé de sanctionner un État qui ne file pas droit et qui ne respecte pas les traités. Donc plutôt que d'entrer dans des querelles, des chicayas sans fin qui nous mettraient au banc de l'Union européenne pour rien, autant sortir en bonne intelligence et prendre ses dispositions. Et s'agissant d'ailleurs de l'agriculture, c'est pas uniquement pour faire plaisir aux agriculteurs, même si moi je suis comme beaucoup de Français, mes arrière-grands-parents étaient des paysans, des pauvres paysans, je ne l'oublie pas. Mais c'est pas uniquement pour faire plaisir aux agriculteurs et aux éleveurs,
c'est aussi pour le bien, la bonne santé, d'abord de nos paysages, de l'entretien de nos territoires, la répartition qu'il n'y ait pas des déserts ruraux, mais aussi en ayant, vous savez, un homme d'État, c'est quelqu'un qui voit loin, qui envisage ce qui pourrait arriver dans 10 ou 15 ou 20 ans, c'est-à-dire qu'il est fondamental qu'un État conserve son autosuffisance alimentaire, comme son autosuffisance vestimentaire. Aujourd'hui, l'armée française n'a plus les moyens de trouver des uniformes en France. On fait fabriquer les uniformes au Maroc ou je ne sais pas quoi. Enfin, ça n'est pas normal qu'un État n'ait pas sur des sujets fondamentaux qui sont justement autosuffisance alimentaire, autosuffisance vestimentaire, autosuffisance énergétique, avec notamment, il faut sortir du marché européen de l'énergie et nos centrales nucléaires, autosuffisance, j'allais dire, également en termes, je ne sais plus ce que je voulais dire, énergétique, autosuffisance scientifique, autosuffisance militaire. Voilà, les projets. Heureusement comment s'appelle-t-il, que Dassault tient bon sur l'affaire de l'avion de combat européen, parce que les Européens, c'est-à-dire en fait les Allemands, sont là systématiquement pour nous pomper, nous piquer nos technologies, et nous, on n'a rien en retour. Derrière le Mercosur dont on parlait tout à l'heure, vous savez comment dans les couloirs, les gens appellent cet accord. Ils appellent ça l'accord bœuf contre Mercedes. C'est-à-dire que en échange du fait qu'on va inonder le marché européen de viande de bœuf brésilienne, bon marché, au détriment de l'élevage français qui va être détruit, eh bien les Allemands pourront exporter plus de Mercedes. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui vont tout gagner et puis d'autres qui vont tout perdre. Il nous reste, ça passe très vite, il nous reste 5 minutes avec les rats qui quittent le navire macronien, Blanquer clamant qu'il n'est plus macroniste, Attal et Valls en rupture, Villepin relançant son cirque verbeux sans base militante. Vous vous posez en alternative souverainiste, on l'a bien compris, authentique. Quelle priorité phare pour la campagne en 5 minutes pour la campagne 2027, et comment les Français expatriés, souvent les plus pro-Frexit, pourraient-ils secourir la France depuis l'étranger via des réseaux militants ou des financements citoyens ? Alors déjà, pour ce qui concerne les financements, que ce soit les Français de l'étranger ou les Français de France, ou d'ailleurs des étrangers, puisque des étrangers peuvent aussi nous aider, il y en a d'ailleurs qui nous aident, je suis comme Radio Courtoisie, c'est-à-dire que nous, on a fait appel à la charité des gens. Je me permets d'ailleurs d'insister, c'est vraiment important, nous ne dépendons que des Français. L'UPR est un parti que je veillais depuis le début, nous avons 0 dette. Parce que je sais bien que parmi les défis les plus importants de la France, il y a le problème de l'endettement. Mais quand je vois que ceux qui proposent de réduire l'endettement sont à la tête de boutiques qui sont archi-endettés, ça fait quand même tristement sourire. Le Parti socialiste, les Républicains, les Verts, le Rassemblement national, tous ces partis, alors même qu'ils reçoivent de l'argent public, sont grevés de dettes. Bon, nous, depuis le début, j'y ai tenu, on a 0 dette et on a 0 € versé par l'État. Et pourtant, notre chaîne de télévision UPR TV est celle qui a le plus d'abonnés de tous les partis politiques français. On a 504 000 abonnés. Après ça, c'est la chaîne politique de la France Insoumise qui a 120 et quelques mille abonnés. Après ça, c'est le Rassemblement national qui a 91 000 abonnés. Et puis tout en bas des chaînes, vous avez Horizon TV, la télévision de M. Édouard Philippe, qui a 6 200 abonnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même un petit peu de ce point, c'est-à-dire qu'on a 80 fois plus d'abonnés que la chaîne de M. Édouard Philippe, alors qu'on nous serine que c'est l'homme politique préféré des Français. Ça veut dire que nous, notre notoriété se développe. C'est toujours une question qui m'a... Enfin, c'est toujours quelque chose qui m'a... Mais tout ça, ce sont des sondages bidouillés. Alors, pour répondre à votre question, j'aurai l'occasion, évidemment, dans les mois qui viennent de l'expliquer. J'insisterai beaucoup sur les éléments très pratiques que nous prenons. Premièrement, ça sera l'augmentation du niveau de vie des Français. En 2 minutes, s'il vous plaît. Voilà. Augmentation du SMIC, augmentation du niveau de vie des Français. Deuxièmement, commencer à faire des coupes sombres
ou clair, ça dépend de comment on voit les choses, dans les dépenses de l'État ou des collectivités locales, mais pas des coupes sombres comme certains le préconisent, Monsieur Lisnin qui préconise de supprimer 600 000 fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires en trop, mais il faut faire attention à faire, à faire ça de façon lissée et progressive, parce qu'il ne faut pas que, si on faisait des coupes très sombres, on a un effondrement de la consommation, ce qui se traduirait par un effondrement des recettes de l'État en matière de TVA ou d'impôts sur les sociétés. C'est comme ça que parfois, on croit réduire des déficits. En fait, on les aggrave parce que vous faites baisser les recettes encore plus rapidement que les dépenses. Nous, on s'attaquera d'abord à toutes les dépenses superfétatoires, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis d'un certain nombre de pays en voie de développement. Rendez compte que Macron a donné 7,2 milliards d'euros et il s'en glorifie en 2024 pour aider les pays en voie de développement à lutter contre la crise climatique. On croit rêver, ou cauchemarder plutôt. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que nos auditeurs ont pu avoir quand même encore une belle idée de ce que vous proposez, Monsieur Asselineau. Merci infiniment pour la clarté, la densité et la hauteur de vue de cet entretien. Vos analyses, comme toujours, ne laissent ma personne indifférent, ça c'est clair. Il rappelle à quel point la question est essentielle, celle de l'indépendance de la France. Écoutez, bonne continuation dans ce combat que vous menez sans relâche depuis tant d'années et nous serons très heureux de vous réinviter très vite. Merci également à Jennifer Desforges pour cette première chronique. Chers auditeurs, le temps file, il est déjà l'heure de nous quitter. Je vous remercie de votre fidélité à ce libre journal et à Radio Courtoisie. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Rendez-vous dans un mois. Bonne semaine et vive la France!